qu'on envoie mon enfant dans un établissement où la scolarité s'élève à 3 millions, quand eux, ils me font payer 500 000 pour eux, ils n'ont rien fait. Alors que pour moi, ça peut être beaucoup parce que j'ai beaucoup d'enfants et je n'ai pas forcément les moyens de pouvoir supporter cette scolarité. Donc vraiment, on revient encore sur ce problème. Beaucoup de parents se plaignent et c'est vraiment difficile pour eux de faire la rentrée dans ces conditions-là. Voilà. Il y a Madame la ministre aussi qui a fait un discours vraiment intéressant. Elle a décrié tout ce qui se passe dans l'éducation nationale. Ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment que quand les acteurs sont sanctionnés, cela soit rendu public parce que ça va servir de leçon aux autres. Sinon, quand vous sanctionnez et puis on ne voit pas les pratiques se poursuivent, les mauvaises pratiques se poursuivent et ça pose un problème aux parents. Par exemple, les cotisations exceptionnelles, les histoires d'enveloppes, tout ça, elle a parlé de ça, mais il faudrait que les sanctions soient publiques pour que cela serve de leçon aux autres. Voilà. Il y a une campagne cacaoyère qui commence maintenant et déjà on connaît le prix au Cameroun qui est à 4 500. Il faut dire que l'année passée, enfin la dernière campagne, c'était à 5 000. Au Ghana, c'est 2 000, enfin 1 700. La dernière campagne, c'était 2 000. Et chez nous ici, le prix était monté de 1 000 à 1 500 francs. On espère qu'en tant que premier producteur, on ne sera pas en dessous du prix du Cameroun. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Le PDCI a proposé 3 500. Nous attendons donc tous impatiemment le prix officiel qui sera donné pour la Côte d'Ivoire. Et il faut dire que les paysans attendent de pouvoir vendre leur cacao pour pouvoir scolariser leurs enfants. La dernière fois, j'ai fait une publication où il y a quelqu'un qui est intervenu pour dire qu'on fait la rentrée sans les paysans. Ce n'est pas nous qui décidons de la date de la rentrée scolaire. Avant, c'était en octobre. Je suppose que c'est parce que le président Oufoué savait qu'il fallait prendre en compte la campagne de cacao. On a ramené en septembre, on ne sait pour quelle raison, mais finalement, en général, la véritable rentrée commence à la fin du mois de septembre. Donc, on espère que les cours seront donnés rapidement pour que les enfants des paysans puissent prendre rapidement le train en marche. Voilà. Il y a un fait divers qui a secoué la chronique ces derniers temps. C'est le cas de la jeune fille de 19 ans qui a été retrouvée morte dans une résidence meublée. On va revenir sur cette question en ayant pris toutes les informations. Mais ce que nous aimerions dire et porter à la connaissance du public, c'est qu'en général, la plupart de ceux qui commettent ce genre de crimes sont malheureusement soit des enfants de personnes fortunées de ce pays, soit des gens qui sont sous leur couvert. Et il y a beaucoup d'affaires comme ça qui ont été étouffées, même pire que ça. On va prendre le temps de prendre toutes les informations et on vous reviendra, tout en espérant que la personne sera sanctionnée à la mesure de son crime et qu'on ne va pas apprendre après qu'on l'a arrêté pour la forme. C'est très important parce que dans ce pays-là, il y a tellement de choses qui se font. Ok, on va parler maintenant des déguerpissements. On va parler des déguerpissements, c'est vraiment triste. Vous savez très bien que depuis le mois de janvier 2024, il y a des déguerpissements abusifs qui ont cours. Abusifs parce qu'on ne recense pas les gens, encore moins leur donner des mesures d'accompagnement et on les jette à la pauvreté. On l'a dit et on le répète, pour un gouvernement qui est censé lutter contre la pauvreté, c'est vraiment dommage qu'on traite des citoyens de la sorte. Il y a donc eu plus d'une quinzaine de sites qui ont été affectés par ces déguerpissements abusifs et malheureusement, en cette rentrée, ça continue et c'est GESCO qui est la cible actuellement du district. Le 1er septembre, il y a eu des déguerpissements. Le vendredi passé également et ça se poursuit actuellement où nous vous parlons. Et vraiment, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que nous sommes en pleine année scolaire. Il y en a qui pensaient qu'ils étaient à l'abri puisque GESCO avait déjà fait l'objet de 2 déguerpissements. Il y a eu celui qui a créé beaucoup d'émoi et récemment, il y a eu le 1er septembre où on avait, dit-on, voulu prendre 50 mètres. Mais aujourd'hui, c'est presque tout le quartier qui est en train d'être rasé. Et ça nous permet de relever plusieurs points. Le premier, c'est le manque de respect du gouvernement envers ses populations.
Depuis le 13 mars, le gouvernement a pris des mesures. Jusqu'à aujourd'hui, ces mesures ne sont pas appliquées. Qu'est-ce que ça vous coûte de faire un recensement avant de casser les maisons des gens? Vous ne faites pas de recensement, vous cassez les maisons des gens sans rien leur donner et c'est après qu'on veut faire un recensement. Et ça donne lieu à des listes frauduleuses. Malheureusement, malgré tout ce qu'on décrit, ça se poursuit, ça continue. Donc vraiment, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est dire yako à ces populations, trouver quelque chose pour les soulager. Et c'est pour ça aussi qu'on lance un appel aux bonnes volontés. Il y a beaucoup qui ont leur scolarité interrompue à cause de ces déguerpissements, parce que les parents vont là où ils peuvent. Il y en a même qui vont hors d'Abidjan et c'est vraiment difficile. Donc s'il y a des bonnes volontés qui veulent aider des élèves, nous vous prions d'entrer en contact avec nous en contactant le 05 46 78 55 19 ou le 07 47 45 11 45 pour aider ces élèves-là à reprendre le chemin de l'école. Au gouvernement, il faut que le chef de l'État prenne une décision ferme pour arrêter avec ces déguerpissements. Ils sont anticonstitutionnels. Parce que dans notre constitution, à l'article 11, l'indemnisation doit être préalable. Quand on dit préalable, là, ça veut dire qu'on indemnise avant de casser. Et non seulement ça, ça doit être une indemnisation juste. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de me donner quelque chose. Si ma maison a une valeur actuelle de 10 millions, vous me donnez 10 millions plus les indemnités de déménagement. Mais si vous ne me donnez rien, c'est encore pire. Et ce n'est pas au gouvernement de jouer ce rôle de bourreau. Donc nous souhaitons que vraiment le chef de l'État prenne une décision ferme pour que ça s'arrête. Ça n'honore pas notre pays que de voir toutes ces populations-là jetées dehors, jetées à la pauvreté, à la mort pour certains. C'est vraiment pas bien. Le drame, c'est que la majorité de ceux qui subissent ces casses-là sont des militants du parti au pouvoir. Et c'est pour cela que nous allons vous demander encore une fois de vous inscrire sur la liste électorale. Préparez-vous à vous inscrire sur la liste électorale. Il n'est pas question qu'en 2025, vous venez voter quelqu'un parce qu'il vous a donné un t-shirt. Est-ce que vous étiez nu avant d'avoir ce t-shirt? Il n'est pas question qu'on vienne vous donner du riz, de l'huile. Est-ce que vous ne mangez pas avant ces élections? Parce que la preuve est là, hein, ces déguerpissements-là. Ça montre que quand vous votez quelqu'un, vous lui confiez votre avenir et l'avenir de vos enfants. Aujourd'hui, les déguerpis, là, on a dit un Ivoirien, toi, on ne leur a rien donné, on vient détruire leur vie. Ce n'est pas normal. Le vote, là, normalement, il est fait aussi pour sanctionner ceux qui n'ont pas bien gouverné. Et depuis on parle, ils n'arrêtent pas. Ça veut dire qu'ils savent sur quoi ils comptent. Mais nous, en tant que citoyens, là, notre part, c'est d'être sur la liste électorale. Les politiques feront leur part par rapport à la transparence électorale. Mais il faut déjà être sur la liste pour avoir le droit de décider aussi. Donc vraiment, on voudrait insister. On voudrait aussi dire yako aux commerçants de Bingerville. Ça fait exactement 3 ans que le marché de Bingerville a été cassé. Jusqu'à aujourd'hui, non seulement les commerçants n'ont pas été recasés, c'était en pleine année scolaire, mais jusqu'à aujourd'hui, ce marché-là n'a pas été reconstruit. Et les autres marchés qui sont à côté là, on se permet encore de les détruire. Donc vraiment, yako à tous les Ivoiriens, parce que vraiment, c'est pas évident qu'on ait des autorités qui pensent à notre bien-être, qui pensent à nous protéger, qui pensent à préserver nos droits. C'est pour cela que, en bon citoyen, vous devez vous inscrire sur la liste électorale parce que c'est dans les urnes que nous pouvons changer de dirigeant. Voilà. On va parler maintenant des prisons. Affaire de prison, là, ça finit pas parce que les autorités ne prennent pas leurs responsabilités. Récemment, il y a un communiqué datant du 13 septembre de la direction de l'administration pénitentiaire qui s'est fait pour contester des chiffres que le CNDH a donnés sur les détentions sans jugement. Et là,
d'après le CNDH, il y a 51,27% des détenus en attente de jugement et la DAP, la direction de l'administration pénitentiaire, a contesté ces chiffres pour dire que c'est plutôt 9 781 prisonniers qui sont concernés par cette question et cela fait 36,69% parce qu'il y aurait actuellement 26 657 détenus. Moi, franchement, j'ai honte à votre place. Parce que vous pensez que c'est le chiffre de 9 000 là aussi qui est bon. Non, parce que ça là, on s'en plaint depuis. Nous sommes dans un pays où on n'applique pas les textes. Dans le code de procédure pénale, là, on dit en matière criminelle, je vais répéter, parce que ce n'est pas tout le monde qui le sait, et vous qui le savez, vous ne voulez pas l'appliquer. En matière criminelle, c'est 8 mois, qu'on peut renouveler 2 fois si le juge le motive. Ça fait un maximum de 24 mois. Il y a Bleu Axel Boris qui est assis en prison là-bas, ça fait 10 ans il est là-bas. 10 ans. Il est entré quand il avait 21 ans, en 2024, là, en avril 2024, il a eu 31 ans. Sans jugement. Vous jouez avec la vie des gens. Depuis l'année de la jeunesse, on vous a dit, il faut juger les gens pour que ceux qui doivent être libérés soient libérés. Vous ne le faites pas. En matière correctionnelle, c'est 6 mois. Sur le même principe, si on multiplie 6 par 3, ça fait 18 mois. Et il y a plein de cas comme ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand on fait mentir le chef de l'État, parce qu'il prend grâce, il dit 2400 personnes. Mais quand quelqu'un n'est pas jugé, là, il n'est pas concerné par la grâce. Hein. Donc finalement, il annonce un chiffre, il n'y a même pas 10% de ce chiffre-là qu'on libère. Et la majorité n'est pas jugée. Par exemple, la MACA, là, même si on prend leur chiffre de 9 781, là, la MACA a une capacité de 1500 places. Il y a là-bas au minimum 9000. Maintenant, si on veut ajouter les autres prisons là, quand on prend le chiffre de 9000 comme des personnes en attente là, mais c'est presque l'équivalent de toute la MACA. Il y a un problème. À quoi sont payés les magistrats? Le ministre de la Justice lui-même là, il a reconnu que c'était un fait. Mais on ne prend pas de décision. Il ne suffit pas de reconnaître. Et ça là, ça perdure d'année en année, on a ce problème. Il y a une question de volonté politique aussi. Si les juges ne sont pas nombreux, mais ouvrez le recrutement des magistrats. Parce que c'est avec la vie des gens, vous jouez comme ça, les conditions de détention sont difficiles. Il y a des gens qui meurent, ça on n'en parle pas. Hein. Tous les jours, il y a au moins un prisonnier qui meurt. Pour une raison ou pour une autre. Malnutrition, problème de santé. Parce que là-bas, là, quand tu es malade pour t'envoyer à l'hôpital, c'est tout un problème. La procédure est difficile. Même AVC. Tu peux faire AVC la nuit. Et puis, si tu n'as pas la chance, même le lendemain, tu ne sors pas. Quand on sait les conséquences rapides de ce genre de crise. Donc, franchement, il y a un problème. Il faut que le ministre de la Justice prenne ses responsabilités. Évacuons tous ces cas-là. Parce que même 9000 là, c'est trop, c'est pas honorable. Vraiment, je voudrais insister sur cette question-là. Il ne suffit pas de corriger les chiffres, il faut corriger la situation elle-même. Pour continuer sur les prisons, il y a un vieux de 86 ans qui est emprisonné à Danané. Depuis 1 an, il n'est pas jugé. Il est dans les 9000 là. Depuis 1 an, il n'est pas jugé. Il est malade. Actuellement où je vous parle là, il est à l'hôpital avec mes notes sur ses pieds. Un vieux de 86 ans. Donc vraiment, je voudrais interpeller le procureur de Mans parce que lui, il a un très bon témoignage, sincèrement, il faut le dire. Pour qu'il prenne à bras le corps le problème du vieux. D'après ce que ses parents m'ont expliqué, il est innocent. Mais qu'il soit innocent ou coupable, c'est le jugement là qui va nous situer. Et s'il était innocent, ce serait dommage qu'il vive dans ces conditions-là, alors qu'il aurait pu être libre. C'est l'intérêt de juger rapidement les gens. Parce qu'il y a beaucoup d'innocents qui payent pour rien. Et puis après là, on ne rembourse pas le préjudice. Hein?
On ne dédommage personne. On va te laisser 10 ans en prison sans jugement là. Le jour où on veut t'acquitter là, il n'y a pas de dédommagement. Et c'est la vie des gens que vous détruisez, c'est des foyers que vous détruisez, c'est des scolarités que vous détruisez. Le petit dont je parlais tout à l'heure, tu rentres à 21 ans, jusqu'à tes 31 ans, tu n'es pas jugé. Il y a un problème. Donc, le deuxième problème qu'on voudrait souligner, c'est les cas de violence encore. Il y a beaucoup de violence dans les prisons et les gardes ne prennent pas les dispositions qu'il faut pour que cette situation s'arrête. On vous avait parlé du cas de Joël Guinan. Après son cas là, il y a eu un autre cas comme ça encore. Il y a eu un autre cas comme ça encore. Et le lundi passé, c'est une petite qu'on a poussée dans les escaliers. On la pousse dans les escaliers. Non seulement la personne qui l'a poussée ne sera pas sanctionnée, elle s'est fracturé le pied. On ne l'a pas envoyé à l'hôpital. Quand on dit à l'hôpital, là, c'est dehors. Parce qu'au sein de la MACA, là, on ne plâtre pas pied de quelqu'un là-bas. Les cas qui dépassent les compétences du personnel médical de la prison, là, c'est dehors, on règle ça. Je ne sais pas si c'est ce matin, on va l'envoyer là-bas parce que je n'ai pas pris les dernières nouvelles. Mais hier, elle n'est pas sortie. On va donner paracétamol, elle va s'asseoir en cellule. La situation va s'aggraver. Donc vraiment, il y a un problème, il y a deux problèmes. Un problème par rapport aux violences. Ce n'est pas pour rien qu'il y a les gardes. Il faut que les gardes fassent leur travail. Et les gardes ne doivent pas protéger ceux qui font du mal aux autres. Et c'est ce qui se passe. Il y a des gens dans la prison, bien qu'étant prisonniers, qui ont tous les droits sur les autres. Ce n'est pas normal. Même un prisonnier a des droits. On ne peut pas brutaliser, ou bien vous attendez que quelqu'un meure avant de faire quelque chose. Parce que ça devient récurrent. En l'espace de combien de temps? 3 cas de violence où la même personne est responsable. Et puis on ne fait rien. On ne fait rien à la personne. La personne nague même les autres avec son groupe. Et puis on ne dit rien. Simplement parce que les gardes sont corrompus. Simplement parce que les gardes sont corrompus, il y a des gens qui doivent subir des sévices en prison. Le deuxième problème, c'est le problème de l'évacuation sanitaire. Ça là, ça n'a pas changé. Et il y a des assistants sociaux là-bas. Je ne sais pas quel travail vous faites. Parce que ça là, ça ne change pas. Évacuer les gens pour aller les soigner là, c'est un problème. Donc vraiment, on en a beaucoup parlé plusieurs fois, on revient encore dessus. On voudrait interpeller le directeur de l'administration pénitentiaire. Il faut que de l'ordre soit mis pour que non seulement les prisonniers soient en sécurité, mais que quand les gens sont malades, on puisse les soigner. À bon entendeur, salut. Depuis le 1er septembre, là on va quitter la prison pour aller quelque part d'autre au port autonome, à faire des chertés de la vie là. Vous n'avez pas dit que c'est les autres seulement qui doivent s'en occuper. Vous êtes assis dans vos salons, vous êtes assis dans vos maquis, dans vos bureaux, partout. Vous vous plaignez. C'est eux là même, chacun a son taux d'augmentation. Tout est devenu cher. Voilà le port qui a augmenté ses tarifs, mais de façon incroyable. Mais tout ça là, c'est parce qu'on ne dit rien. C'est parce qu'on ne dit rien. Vous imaginez un seul instant, même sans sortir dans la rue, que tous les Ivoiriens, sur les réseaux sociaux, ou bien comme chacun peut le faire, se plaignent des augmentations là. Forcément, le gouvernement va reculer. Mais on ne dit rien. Il reste un peu, on va mettre péage devant nos maisons. On ne va plus sortir de nos maisons sans payer quelque chose. C'est ça qui reste. Comment un tarif de 15 000 pour les véhicules au port, ça peut passer à 150 000 la tonne. De 15 000 à 150 000. Sur la TV, le responsable
des consommateurs, Marisco Moé a dit 900%, mais ça là c'est 1000%. C'est pas 900. Parce que c'est 15 000 multiplié par 10. Et pour les autres taux, c'est pareil. Ça, c'est le pire de 15 000 à 150 000. Pour les pièges détachés, ils sont passés de 15 000 à 30 000. Pour les boissons alcoolisées, tabac et autres, ils sont passés de 25 000 à 33 750. Pour la parfumerie, les cosmétiques, ils sont passés de 19 000 à 25 650. Qu'est-ce que vous nous voulez? Qu'est-ce que vous nous voulez? Les loyers sont chers. Loi, on a pris pour réglementer ça. On dit 2 mois de caution, 2 mois d'avance là. Personne ne respecte. Chaque quartier a pour lui. Même les quartiers comme Cocody où on veut respecter là, on va ajouter frais d'agence. On ne peut plus manger. On ne peut plus se déplacer. Finalement, qu'est-ce que vous nous voulez? Parce que là c'est compliqué. Hein? Affaire de péage là même, c'est nous qui payons. Oh. Les transporteurs là, ils augmentent leurs tarifs et puis c'est fini. Il n'y a plus aucune route où il n'y a pas péage. Il n'y en a plus. Alors que l'argent de péage là, vous détournez ça tous les jours, vous n'arrangez pas les routes. Vous n'arrangez pas les routes. Je vous ai dit la dernière fois, je suis parti à Daloa. Toutes les routes urbaines là, de la commune là, sont dégradées. L'autoroute est dégradée. Normalement, ça devait tenir qu'en 2028. C'est dégradé. Là, des péages là, ça va où? Et puis vous n'avez pas honte. Vous venez dire oui, on a eu 31 milliards. 31 milliards là, c'est pour qui? Ça va où? Quelle est la part dans les 31 milliards là pour faire le travail? Quand vous finissez de payer ceux avec qui vous faites les marchés de dupes là, il y a un problème. Il y a un véritable problème. C'est pour ça que les citoyens doivent se réveiller. On doit être nombreux à parler. On doit être nombreux à dénoncer. On ne dénonce pas parce qu'on est contre quelqu'un. On appelle ça le contrôle citoyen de l'action publique. Ça veut dire que quand tu es État, tu es une structure étatique, tu es un homme politique là, tu es redevable au peuple. Ça veut dire que tu dois rendre des comptes au peuple. Et c'est pas chez nous ici là, on ne rend pas compte là, que tout ça là, ça se passe. Il y a une impunité généralisée. Quelqu'un détourne l'argent là, c'est maintenant même on va le nommer ailleurs. Quelqu'un détourne l'argent, c'est maintenant on va aller le voter quelque part. Il y a un problème. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, nous qui parlons là, donnez-nous les moyens. On va aller sur le terrain pour parler avec les populations. Vous ne voulez pas. Nous, on n'est pas subventionnés. L'État ne nous donne rien. Les bailleurs aussi ne nous donnent rien. Parce que les bailleurs là, c'est à l'État, ils demandent d'abord qui ils doivent financer. C'est comment ça se passe. Donc, vous qui voulez le bien du pays, vous qui voulez que nous ayons des citoyens éduqués là, aidez-nous à aller vers le peuple, à aller à l'intérieur du pays, dans les villages, dans les campements, pour expliquer aux gens que ce n'est pas le député qui construit route. Celui qui vient te dire ça, il ne faut pas le voter. Allez dire aux paysans, là, de ton cacao là, normalement là, la part que l'État coupe là, on doit prendre pour arranger les pistes rurales, les conseils régionaux. Eux aussi là, on ne voit pas le résultat de leur travail. Il y a un problème. Normalement, la décentralisation, c'est pour améliorer le développement. Nous-mêmes à Abidjan ici là, on étouffe. Au lieu de faire décentralisation pour envoyer la capitale à Yamoussoukro comme le président Oufoué l'avait prévu, on nous blague ici avec les échangeurs. Tu tournes là-bas et quand il revient en bouteille, t'attends en bas ici. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tout est concentré à Abidjan. Vraiment, on va faire un focus spécial encore sur la décentralisation. Là. Vous allez comprendre ce que c'est. Et les collectivités locales qui ne sont pas du parti au pouvoir, là, leur budget, on ne donne pas vite. Vraiment, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Mais on doit y croire, on va y arriver. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on aime notre pays. Il faut qu'on soit solidaire pour arriver au changement. Donc, on répète. La CEI n'a pas encore dit
quelle est la période de la révision de la liste électorale. Mais pour 2025, là, nous tous, on doit être dessus. Donc, en attendant que la CEI dise, CIE, c'est quoi CEI, hein? En attendant que la CEI dise, préparez-vous. Préparez-vous. Et il faut qu'on autorise que les gens s'inscrivent sur la liste électorale avec les récépissés de l'ONESI. Parce que pour donner carte d'identité des gens, là, c'est un problème. Et on ne sait pas pourquoi. Je le dis et je le répète. Moi-même, dans ma famille, il y a des gens qui ont eu leur CNI en 10 jours, en 2 semaines. Mais moi, j'ai attendu 1 an. Il y en a qui attendent 4 ans. Il y en a qui s'inscrivent 5 fois. Et puis, ils s'en vont contrôler. Il n'y a même pas de trace de leur dossier là-bas. C'est inquiétant. On ne sait pas comment ça se passe. Donc, si vous voulez ne pas faire entrave au droit de vote, permettez que les gens s'inscrivent avec leur récépissé. Parce que franchement, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un... La team, vous venez d'écouter ici Pulchering Ballet qui nous a clairement dit que ceux qui sont proches d'Alassane Ouattara lui font souvent mentir. À côté de ça, elle nous a tenu un discours encore très important pour les mardis de Pulchering Ballet que nous tenons encore à féliciter une fois de plus. La team, vous venez d'écouter ici. Hein. Moi, je dirais que Ouattara n'est pas en train de faire ce qu'il a vraiment promis de faire. Parce qu'il avait dit que lui, il devait être sur le terrain. Il avait dit sur des chaînes de télé que ça ne sera pas seulement je vais faire, et sur le moment, on ne voit rien. Il nous avait promis du concret, qui devait être au-delà du je vais faire. Il devait être sur la concrétisation des choses. Il devait être lui-même sur le terrain pour toucher du doigt toutes les difficultés des populations, pour apporter un changement concret, réel sur le terrain, pour ne plus simplement se fier à ce que disent les gens. Pour moi, le résultat intégral de ce qui se passe aujourd'hui est la preuve suffisante qu'il a échoué. Soit c'est un échec clair, précis, soit il nous a menti du début à la fin. Il est quand même venu nous faire comprendre que celui qui était là était un menteur, était un mytho, disait des choses qu'il ne connaissait pas, qu'il ne maîtrisait pas, et que lui, il était un sachant. Il nous a pris pour CV, il nous a expliqué que lui, il a passé toute sa vie aux États-Unis d'Amérique et qu'il allait donner une vie aux Ivoiriens qui était équivalente à ceux des Américains. Tout le monde a cru, hein. Tout le monde est entré dans ce bain, hein. Mains et pieds liés, les gens se sont dit, écoute, on y va, il a raison, il dit la vérité. Tout le monde pensait réellement qu'il était sincère. Mais finalement, on s'est rendu compte que le monsieur n'était pas en train de dire la vérité. Parce que tous les jours qui passent, il y a des situations, soit on dit qu'on lui fait mentir, soit c'est qu'il n'a pas pu réaliser, soit des promesses qu'il n'a pas pu tenir. Et mieux, quand il casse les maisons des gens, quand il les impose les rues. Monsieur Ouattara a cassé les maisons des gens. Agesco, par exemple, à l'heure où je vous parle, il est encore en train de casser. Et vous savez ce qui se passe? Pendant qu'il casse, on prend les noms des gens avec à main levée sur un cahier. Ça veut dire, lui, il fait le recensement après avoir cassé. Ce qui doit être fait avant, pour essayer de trouver des solutions avant d'en arriver là, il casse d'abord. Après avoir cassé, il vient avec un bic et une feuille. C'est-à-dire, il n'y a pas d'ordinateur qui prouve qu'on est en train de saisir quelque chose qui sera toujours bien stocké. On prend des cahiers qui peuvent se perdre après. Et puis essayer de nous dire que pour X raison, on n'a pas pu trouver des solutions pour ça. Voyez-vous le foutage de gueule? On ne peut pas continuer à croire à tout ceci. Il a tout raté. Personne ne fait mentir Ouattara. C'est lui qui a une mauvaise politique. Et il a une mauvaise politique parce qu'il est venu avec une seule intention. Prêter l'argent à l'extérieur. Essayer de développer Abidjan et quelques coins de la Côte d'Ivoire. Cette peinture fait croire aux Ivoiriens qu'il avait beaucoup fait pour être réélu plusieurs fois. Pourtant, le jour où il n'est plus là, les Ivoiriens auront du mal à rembourser les dettes. Là, si vous avez écouté toute la vidéo de Pulchering Ballet, dites-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.